Bonjour, je m'appelle Emeline et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des faits divers et puis des histoires, tout simplement, en lien avec les différences culturelles. Si cette thématique vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification quand je sortirai de nouveaux épisodes. Et maintenant, je vous laisse prendre place pour ce 13e trajet ensemble. Aujourd'hui, on prend le train en direction Bordeaux, où j'ai rencontré Jean-Charles Letellier pour un nouveau témoignage cross-culturel. Pendant 2 heures, on a échangé sur ses presque 20 ans d'expérience en Chine, à la fois sur sa vie de famille, sa carrière dans le vin, et puis sur son expérience au cœur du milieu des affaires. Dans cette toute première partie, Jean-Charles nous partage son histoire, les tout premiers chocs culturels qu'il a vécus en Chine, et puis il nous ouvre les portes de son quotidien avec son épouse chinoise et leurs 3 enfants. Oui, écoute, merci d'être avec moi aujourd'hui, Jean-Charles, à Bordeaux, pour cette interview sur un petit peu tes expériences en Chine, sur le vin. On va évoquer plein de sujets différents. Pour la petite histoire, on ne se connaît pas, toi et moi. En fait, finalement, on s'est rencontrés il y a 2 mois sur LinkedIn parce que tu publies beaucoup de contenu sur les différences culturelles entre la France et la Chine sur ton profil, n'est-ce pas? Tu as une newsletter aussi, je crois. Exactement, j'ai une newsletter toutes les semaines, tous les samedis. Généralement, j'envoie une newsletter sur le marché des vins en Chine pour toute la partie communication. C'est génial. Je suis très assidûment tous tes posts. Je trouve qu'ils sont très justes sur la culture chinoise. Et alors, ce que je ne savais pas en te contactant il y a 2 mois, c'est qu'en plus, tu étais sur le point de publier ton livre, Exactement. Chine et Business, Secrets de réussite, les secrets de réussite, qui donc est sorti il y a tout juste 1 mois, disponible sur Amazon, Exactement. et dans lesquels tu te donnes en fait des conseils à toutes les personnes qui souhaiteraient débuter un business finalement entre la France et la Chine. Exactement, c'est vraiment le guide que moi j'aurais rêvé avoir lorsque je suis parti en Chine, puisque à l'intérieur, eh bien, effectivement, j'y décris tous les concepts clés à savoir pour notamment développer son business en Chine, mais aussi les concepts culturels, puisque quand on arrive sur place, on découvre plein de choses différentes par rapport à la France. Donc c'est vraiment très utile pour tous les Français qui souhaitent se lancer en Chine, et puis en Asie aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses similaires quand même. Oui, absolument. Ça fera l'objet de plusieurs questions du podcast aujourd'hui. Si vous aimez ce dont on va parler aujourd'hui, vous devriez être très intéressé par ce livre parce qu'on va parler quand même de ton expérience personnelle, puisque si j'ai bien compris, ton épouse est d'origine chinoise. Tout à fait. Et puis ensuite de ton parcours en Chine, comment est-ce que tu as commencé en Chine, et puis ensuite aujourd'hui, tout ce que tu as comme conseil à nous donner si on souhaite demain débuter des affaires en Chine. Tout a commencé en 2006, en réalité, quand j'ai rencontré, à l'époque, c'était ma petite amie chinoise qui est venue en France pour étudier le français. J'avais à peine 18 ans, donc on s'est rencontrés extrêmement jeunes. Et en fait, moi, je suis originaire de Reims, en Champagne. Donc, j'ai fait toute ma vie là-bas et on s'est rencontrés donc, dans un centre-ville avec des amis. Et finalement, le courant est très bien passé puisque, à l'époque, je ne parlais pas du tout ni le mandarin, ni même... je parlais l'anglais, mais c'était tout. En réalité, on s'est rencontrés assez rapidement quand on était au centre-ville. Et ce qui s'est passé, c'est que le courant est très bien passé, puisque maintenant, on est mariés depuis maintenant plus de 18 ans et on a 3 enfants. Le courant est très bien passé. 3 garçons, donc ça, c'est... Voilà, on est quand même très, très contents. Comment ça s'est passé? En réalité, elle est venue ici pour apprendre le français, comme beaucoup d'étudiants chinois ici, en France. Et en fait, suite à cette découverte, eh bien, en 2007, j'ai franchi le cap pour aller en Chine, on va dire de manière touristique, parce que j'y suis allé déjà pour rencontrer ses parents et puis voir un petit peu comment ça se passait. C'était mon premier grand voyage en Chine. Je connaissais vraiment pas grand-chose à la culture, à l'histoire, à part les quelques points clés qu'on a appris quand on était au lycée, mais c'était vraiment pas grand-chose. Et quand je suis arrivé sur place, donc j'y suis resté 2 mois, c'était en 2007, eh bien j'ai appris pas mal de choses au niveau de la gastronomie, de la culture, des différences effectivement culturelles à avoir entre les comportements à adopter entre Français et Chinois. Et en réalité, j'ai été assez frustré de ce voyage-là. D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, je parlais pas du tout la langue et je comprenais très peu ce qu'on me disait. Et forcément, quand on reste 2 mois dans un pays sans parler la langue, sans forcément pouvoir échanger avec les interlocuteurs, c'est extrêmement frustrant.
Donc j'ai tenté malgré tout pendant 2 mois d'apprendre quelques rudiments de mandarin. Malgré tout, à part dire bonjour, au revoir, j'ai bien mangé, tout va bien, c'était à peu près tout ce que je pouvais dire. Donc suite à ces 2 mois-là, on est revenu en France puisqu'on est parti, on était encore étudiant et c'était pendant les vacances scolaires. En réalité, à partir de cette période-là, je me suis vraiment spécialisé, moi, dans la partie commerce international des vins, champagnes et spiritueux, donc à l'université de Reims. Et je me suis dit, je regardais les actualités, je voyais que le marché chinois commençait à importer de plus en plus de vins, notamment des vins de Bordeaux et puis des spiritueux. C'était vraiment la période faste, 2008, 2012, 2013 et puis jusqu'à 2019. Et donc, dans le cadre de mes études, eh bien, j'ai eu l'occasion de partir à Pékin donc en 2009, donc quelques temps après, être parti en Chine en 2007. Et donc là, j'ai fait un stage chez un importateur à Pékin, un stage principalement sur le marketing et le commerce de quelques mois pour bien là me plonger au cœur de la vie chinoise, de la culture chinoise. Entre-temps, entre 2007 et 2009, forcément, je me suis lancé dans l'apprentissage du mandarin. J'ai pris quelques cours à l'université, donc j'ai commencé à apprendre à lire, à écrire, ce qui est extrêmement compliqué pour nous, occidentaux et français. Très différent, ouais. Très compliqué. Et le système de pinyin, donc qui nous permet d'apprendre le mandarin avec finalement les lettres en caractère latin, nous aide vraiment pas mal pour apprendre plus vite la langue. Et au bout de effectivement 1 an, 2 ans, eh bien, j'ai commencé à mieux parler le mandarin en 2009, puisque quand j'ai fait mon stage, j'ai arrivé à avoir une conversation plus ou moins courante avec les interlocuteurs. Donc c'était vraiment utile. Donc tu as appris à parler et à écrire aussi, ou simplement à parler? Ce qui est déjà énorme, hein. Alors en réalité, j'ai commencé à lire et à écrire en même temps que parler. Enfin, j'ai vraiment tout mélangé, et c'est vraiment ce que je conseille au départ. Parce qu'en réalité, quand on apprend à lire et à écrire en même temps et à parler, alors il faut un environnement effectivement qui soit propice à ça, soit effectivement des amis ou des collègues chinois. Quand on n'a pas, tout simplement, on va sur YouTube, on va sur des podcasts et on apprend très très vite la langue mandarin, puisqu'il y a énormément de cours maintenant en ligne qui nous permettent de le parler. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, moi, c'est vraiment l'écoute. À la maison, on ne parle pas forcément mandarin tous les jours, puisqu'on vit en France. Et mon épouse est toujours chinoise, mais on parle beaucoup plus le français. Mais malgré tout, quand on invite des amis, quand on va à l'extérieur, on parle mandarin tous ensemble. Donc c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment l'écoute et l'environnement qui a fait que ça a permis que je parle couramment le mandarin par la suite. Oui, le déclic, notamment par rapport au ton, en tout cas ça a été mon expérience, c'est que le fait de vivre en Chine, comme on est entouré de personnes qui parlent chinois, même quand on ne s'en rend pas compte, on va au supermarché, les gens parlent chinois autour de nous. Pour moi, le déclic des tons, je l'ai eu à ce moment-là en tout cas. Avant, je parlais chinois, ce que j'avais appris à l'école avec des tons qui étaient plutôt moyens. Et puis après, en ce qui me concerne, c'est vraiment le fait de vivre en Chine qui m'a permis d'avoir une vraie bonne prononciation en chinois. Mais tu as tout à fait raison, les tons sont vraiment difficiles à maîtriser pour un Français, enfin pour un occidental je dirais, parce qu'on n'est pas habitué à avoir ce genre de tonalité. Et ça nécessite uniquement de la pratique, et de la pratique vraiment quotidiennement. Et sans ça, c'est vrai qu'on peut se retrouver très vite dans des situations un peu cocasses, parce qu'on va prononcer un mot qui finalement n'a pas du tout la même signification. Oui, parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne parlent pas forcément chinois, c'est vrai qu'un mot, on va dire, une prononciation en chinois peut avoir en fait énormément de sens différents si on prononce avec les mauvais tons. Donc c'est vrai que si on utilise un mot avec le mauvais ton, potentiellement il y a un quiproquo, on peut dire quelque chose qu'on n'a vraiment pas envie de dire sur le moment. Exactement. Et je me rappellerai toujours de mon premier cours de chinois, donc c'était un professeur français, mais qui parlait très bien le mandarin, qui nous avait dit, voilà, vous avez 4 tons, donc vous avez le ma, et le ma. Et effectivement, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas de tonalité, parce que le dernier pourrait être un peu compliqué en fonction de vos relations. Donc, mais c'était une super expérience, honnêtement. Ouais. Compliqué, mais honnêtement, je ne me suis pas trop posé la question de savoir combien de temps j'allais apprendre et si ça allait être difficile. Je m'y suis plongé parce que j'étais vraiment frustré de cette première expérience. Et après, je ne me suis pas posé de questions, j'y suis avancé tout seul, un peu en autodidacte aussi. Donc j'ai acheté pas mal de bouquins. Et après, effectivement, le fait de faire beaucoup d'allers-retours en Chine, ça m'a beaucoup aidé, forcément.
comprendre aussi ce qu'on appelle les chengyu, donc les expressions idiomatiques chinoises qui sont très complexes, et il y en a vraiment énormément. Ça, c'est vraiment propice à la culture chinoise, c'est vraiment très intéressant d'y apprendre, mais j'apprends encore, hein. Le chinois, le mandarin, c'est tellement une langue qui est complexe qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut vraiment bien le parler, vraiment parfaitement. Oui, même après des années, c'est quand même une langue qui est très difficile. Les Chengyu, effectivement, juste pour expliquer, c'est donc 4 caractères chinois mis les uns à côté des autres et qui ont une histoire. En fait, c'est un peu, j'aime bien utiliser l'image, même si je ne suis pas sûre qu'elle soit tout à fait à 100% correcte, mais c'est un peu une fable de La Fontaine qui est résumée en 4 caractères. C'est-à-dire que derrière chaque Chengyu, il y a quand même une histoire, une valeur souvent qui est un peu véhiculée. Et donc, on va utiliser ces 4 caractères ensemble dans le cadre d'une conversation pour, un peu comme on utiliserait finalement une expression française pour exprimer quelque chose. Exactement. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et on en apprend tous les jours. Et je pense qu'on pourrait continuer d'apprendre jusqu'à très loin. Ouais. Mais c'est une belle langue, mais effectivement, il faut prendre beaucoup de temps pour se l'apprivoiser. Alors, je sais que ça remonte, et puis à force d'aller souvent dans les pays, on a tendance peut-être à oublier les premiers chocs culturels qu'on a vécus. Mais est-ce que tu te souviens, la première fois que tu es allé en Chine, les premières choses peut-être qui t'ont sauté aux yeux, les premières choses, tu dis « Ah oui, là, il y a vraiment une différence avec la France, quoi ». En fait, j'ai trouvé les Chinois extrêmement courtois et très avenants envers les étrangers. J'étais assez étonné, puisqu'en réalité, on a quand même une communauté chinoise en France qui est assez importante. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai été super bien accueilli par mes hôtes chinois, par la belle famille et puis mes amis, et chose que je ne m'attendais pas forcément. Parce que je viens d'un autre pays, on ne se connaît pas, je ne parle pas du tout la langue, je peux à peine m'exprimer, mais en fin de compte, j'ai été super bien accueilli, et une preuve en est, c'est autour des repas. J'ai pu découvrir des mets délicieux que je ne connaissais pas, bien sûr, dans la province du Shandong. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la géographie chinoise, c'est vers l'est de la Chine. Et donc, j'ai découvert une cuisine vraiment exceptionnelle, la gentillesse des Chinois qui est vraiment fabuleuse. Et après, oui, au niveau des chocs culturels, forcément, le fait de ne pas parler la langue, les premiers temps ont été très durs pour moi. Je pense que pour les étrangers qui vivent là-bas, même des étrangers qui vivraient à Shanghai par exemple, ou Pékin, qui sont des villes internationales où il y a quand même beaucoup d'étrangers, et on parle bien l'anglais, sans parler la langue, c'est quand même très difficile de rester longtemps en Chine. Et ça peut provoquer des problématiques dans son quotidien, tout simplement, quoi. Et puis peut-être s'écarter un petit peu des Chinois, finalement, qui eux vivent leur vie au quotidien. Et j'en ai connu beaucoup, des Français qui se sont un peu écartés parce qu'ils ne parlaient pas la langue, finalement. Et c'est un peu dommage. Je pense que pour s'immerger vraiment dans la culture, il faut vraiment la pratiquer. Chose qui n'est pas simple, mais ça prouve qu'on fait un effort. Et cet effort-là est bien perçu par les Chinois. Oui, c'est vrai que même si on a prononcé juste une phrase, ils vont tout de suite dire « Oh, mais c'est super, exactement. Tu parles chinois, tu parles très bien ». Souvent, ils vont dire « Tu parles très bien, tu parles très bien ». Alors qu'on a juste dit bonjour oui. Et merci, mais en réalité, c'est tout. On a juste une prononciation correcte. C'est ça. Mais ils sont extrêmement sympas. C'est vrai que je pense que le fait de parler la langue, pour le coup, aide à l'intégration en local. Parce que l'un des enjeux, quand même, en tant qu'occidental, quand on arrive dans des pays qui sont autant différents, finalement, de la France, c'est comment est-ce que je fais pour m'intégrer localement ? Comment je fais pour me faire des amis sur place ? Est-ce que toi, là-dessus, tu aurais des conseils ? Donc, apprendre la langue, je pense que c'est vraiment la première chose à faire. Il y a plusieurs méthodes pour effectivement se faire un maximum d'amis en Chine. Moi, comme c'était dans le cadre professionnel, effectivement, j'avais l'occasion d'aller sur des salons professionnels pour rencontrer des clients ou des prospects. Donc c'était beaucoup plus simple, puisqu'en fait, les clients venaient à nous, on faisait la présentation de notre produit, on faisait la dégustation et ensuite on gardait les relations. Pour ceux effectivement qui ne sont pas dans le cadre professionnel, eh bien vous avez des clubs ou je sais qu'à Shanghai, par exemple, il y a des clubs d'amis francophones qui existent, et ça permet tout de suite de parler français aussi avec des Chinois, ou de pratiquer son chinois avec des Chinois. Mais ce que je recommande vraiment, c'est dans un premier temps, limiter ses relations avec les personnes de la même nationalité, tout simplement pour se forcer à apprendre la langue et trouver des locaux qui peuvent nous aider à mieux améliorer la langue, mais aussi la culture. C'est le meilleur moyen. Après, quand on est dans le cadre universitaire, eh bien, on va se faire des amis autour des cours, tout simplement, ou à l'extérieur. Donc ça, c'est très utile. Et puis après, il faut sortir. Il faut aller rencontrer les gens
dans les bars, dans les cinémas. Les Chinois sont vraiment très sympas, donc quand on va les aborder dans la rue ou même dans tout autre lieu, ils sont assez avenants pour vous répondre et puis pour vous aider s'il y a besoin. Mais je me rappellerai toujours d'une expérience assez drôle. C'était en 2007 justement, à cette période où je ne parlais pas encore le mandarin, mais je comprenais quelques mots. Et donc, on marchait dans la rue et on arrive proche d'un marché, mais il n'y avait pas encore trop de monde. Et je vois au loin une personne chinoise qui crie ce nom, Lao Wai. Lao Wai, donc qui signifie vieil étranger, si on le traduirait littéralement. Et en réalité, moi, je l'avais appris dans mes bouquins. Je dis, ouais, il est quand même, bon, pas sympa de m'appeler Lao Wai. Bon, en France, ça se ferait jamais de dire, ah ben, voici un étranger. Bon, c'est pas des sujets qu'on aborde comme ça facilement. Et sur le coup, je l'avais un petit peu mal pris, même si, bon, finalement, j'en ai rigolé par la suite. Aujourd'hui, ça serait bien évidemment parce que je ne pouvais pas répondre. Je n'avais pas de moyen de répondre, et d'où cette frustration. Et donc, cette expérience qui a été assez drôle. Sur le coup, je l'avais un peu mal vécu, parce qu'en fait, je me suis dit, mais mince, bon, ce genre de situation en France, c'est pas possible. Non, l'étranger, non, ça se ferait pas. Et après, bon, quelques réflexions après, je me suis dit, non, c'est comme ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vrai que je l'ai vécu aussi en Chine. Alors, plus tardivement, moi, j'étais en 2015. Et Lao Wai, je l'ai beaucoup entendu, d'autant plus que j'étais au centre de la Chine, j'étais à Chongqing. Et c'est vrai que là-dessus, je pense qu'il faut aussi remettre en perspective, la Chine, elle s'est ouverte au monde extérieur dans les années 80, enfin fin des années 70, début des années 80. Donc il y a vraiment des villages en Chine où ils ont encore vu peu d'étrangers finalement. Alors aujourd'hui plus, parce qu'en plus on sait très bien qu'en particulier les Français, on voyage vraiment partout. On peut toujours trouver un Français dans un petit village quelque part dans le monde. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même globalement vu peu d'étrangers. Et donc ce réflexe du Lao Wai, il revient encore quand même je pense encore aujourd'hui. Tu parlais tout à l'heure de l'intégration. Je trouve que c'est une bonne idée. Effectivement, il y a de plus en plus de Chinois en plus qui apprennent le français et qui, c'est incroyable, l'apprennent en l'espace de, je sais pas, 2 ans. Ils sont fluides en français. Est-ce que tu penses que c'est aussi valable dans justement des villes qui sont peut-être plus au centre de la Chine, comme Chongqing, comme Xi'an? Est-ce que les personnes seront aussi accessibles dans ces villes-là, ou est-ce qu'elles feront peut-être preuve d'un peu plus de timidité? Ça dépend vraiment des régions. La Chine est grande, elle a de multiples facettes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est vraiment des régions différentes, des mentalités différentes. En réalité, j'ai voyagé dans les plus grandes villes, bien sûr. J'ai eu l'occasion d'aller dans des coins un petit peu plus reculés. Mais pour, effectivement, les coins assez reculés, c'est vrai que c'est quand même très recommandé de parler vraiment la langue, parce que les gens qui vont vous voir pour la première fois, il y a toujours cette appréhension de l'étranger qui fait qu'on ne va pas faire confiance tout de suite. Et surtout quand on n'est pas dans ce cercle d'amis ou ce cercle proche qu'on appelle le guanxi, hein, ce réseau de personnes. C'est un terme qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais quand on n'est pas dedans, il y a toujours cette première appréhension. Et donc, il faut briser la glace. Et pour briser la glace, eh bien, faut entamer les discussions, prendre le temps de discuter avec les personnes. Au début, voilà, il ne faut pas se formaliser. Je pense que si les gens prennent un peu de recul, c'est tout à fait normal, comme on le ferait ici aussi en France, quand on remarque qu'il y a des personnes qui viennent de nouveaux horizons. Mais c'est beaucoup plus facile, effectivement, de s'intégrer à Shanghai ou à Pékin parce qu'ils sont habitués à voir un certain nombre d'étrangers. Arriver, effectivement, dans le fin fond du Sichuan, en parlant quelques mots, je pense que ça va être assez cocasse comme situation, mais vous pouvez vous retrouver dans une situation où les gens vont vous regarder, effectivement, les gens vont vous fixer. Hein, vraiment, on peut se sentir parfois un peu gêné parce qu'on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? On n'a rien fait. On a juste la peau très blanche pour certains. Moi, j'avais la peau très blanche. Et voilà, tout le monde me fixait et je ne savais plus quoi faire. Il n'y a pas grand-chose à faire en général. Mais je pense que voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, donc ton épouse, elle a appris le français donc en France. Et aujourd'hui, au quotidien, du coup, vous ne parlez pas mandarin à la maison, vous parlez français avec vos enfants, par exemple? En fait, elle a appris un peu le français juste avant de partir en France, hein, donc 1 an, je crois, avant de venir ici. Et par la suite, effectivement, elle a appris assez vite le français. Quand on s'est rencontrés en 2006, elle parlait déjà un bon français. Elle comprenait pas mal de choses, on arrivait à échanger de manière assez facile. Et effectivement, ça a perduré. En réalité, moi, comme je ne parlais pas la langue chinoise au départ, du coup, je l'ai aidé à apprendre forcément le français, c'était beaucoup plus simple pour moi. Et on a gardé cette langue, on va dire, française pour la langue, on va dire, principale à la maison, et même pour nos enfants.
Pourquoi? Parce qu'on vit tout simplement en France et que c'est beaucoup plus simple pour nous de parler en français, même si effectivement on essaye de créer des moments où on va pouvoir parler ensemble, notamment quand la belle famille vient en France et qu'on est obligé de parler chinois puisque la belle famille ne parle ni l'anglais ni le français. Donc là, c'est des moments propices à pratiquer la langue et on le fait. On le fait au moins pour les enfants. Et d'ailleurs, les enfants ont des cours de chinois depuis l'âge de 5 à 6 ans avec une prof chinoise qui leur fait des cours une fois par semaine, en plus de l'école, tout simplement pour apprendre à lire, écrire, et puis de ne pas perdre de vue qu'ils ont quand même ces gènes-là chinois, et j'aimerais bien qu'ils continuent à apprendre la langue plus tôt, déjà parce qu'on l'apprend mieux, on l'assimile mieux. Moi, je l'ai appris à 18 ans, c'était déjà un peu tard. Après, ce que j'ai vu de mon côté, quand j'ai eu la chance de rencontrer des couples franco-chinois, je me suis fait une remarque, et donc je voulais te la partager pour que tu me donnes un peu ton opinion là-dessus. C'est que malheureusement, c'est un peu obligé. À un moment donné, on doit choisir un lieu de vie, donc soit la France, soit la Chine. Et il y a quand même une culture qui a tendance à prendre le dessus sur l'autre parce que, effectivement, là en l'occurrence, vous vivez en France, donc tout le monde parle français autour de vous, c'est la culture française dans laquelle on baigne. Avant d'avoir des enfants, ou même aujourd'hui, est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce que je souhaite vraiment transmettre à mes enfants en termes de tout en lien avec la culture chinoise finalement. Est-ce que ça va être plutôt des valeurs que je souhaite leur transmettre? Est-ce que ça va être par exemple des événements importants qui ont lieu en Chine? Est-ce que vous avez peut-être pensé à ça avant en vous disant bon, on vit en France mais il faut quand même qu'ils gardent un lien avec leurs origines chinoises? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation en Chine est prise très au sérieux. Oui. Donc forcément, quand mon épouse à l'époque me disait, bon voilà, je viens de passer le bac, en chinois c'est le gakrao, hein, c'est l'examen final qui est extrêmement difficile. Elle me disait, voilà, moi je commence le matin, je pars de la maison, il est 6h30, 7h, et je reviens le soir à 22h. J'avais 16-17 ans. Et depuis le primaire, finalement, ils ont un rythme qui est effréné, donc du matin au soir, avec énormément d'exercices, donc un cadre scolaire extrêmement soutenu, et avec des parents, pour la plupart d'entre eux, de toute origine d'ailleurs, enfin socio-professionnelle, qui poussent les enfants à être les meilleurs à l'école. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence tellement forte en Chine que si on ne se démarque pas par les notes, eh bien malheureusement on est dans le bas du tableau et on n'a pas accès forcément aux meilleures universités, aux meilleures écoles par la suite. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai connu mon épouse, qui arrive en France et qui effectivement a des collègues français pour certains d'entre eux, et qui se rend compte tout de suite que le rythme n'est pas du tout le même. Donc il y a vraiment un choc de son côté qui est là, des choses qu'elle avait vues peut-être au lycée, et que certains étudiants en France le voient par exemple qu'en prépa ou qu'en école de commerce par la suite. Donc il y a vraiment un décalage. Et donc moi qui ai forcément vécu en France avec, on va dire, une bonne éducation, j'ai suivi des parcours privés, parcours publics, et j'ai vu tout ça, mais avec un rythme beaucoup moins strict qu'en Chine, forcément. J'ai toujours été sérieux, bien sûr, mais pour autant, j'ai pas travaillé autant qu'elle. Ça, c'est évident. Donc, quand on n'a pas d'enfant, je dirais que la problématique ne se pose pas. On avance ensemble, tout va très bien. Effectivement, beaucoup de couples franco-chinois se retrouvent dans cette problématique-là. Le jour où les premiers enfants arrivent, eh bien, quel type d'éducation on va leur donner? Je dirais que c'est propre à chacun. Mais pour la plupart des Chinois que j'ai pu rencontrer, que ce soit hommes ou femmes, il y a vraiment ce côté de la valeur du travail qui est vraiment prédominante dans les relations. Donc on attend des enfants qui soient sérieux et travailleurs. Et on ne se plaint pas. C'est compliqué quand on est en France à gérer avec ça, parce que le système est fait comme ça aussi. Et on laisse la liberté aux Français de se plaindre constamment. Même à l'école, hein, ça commence, même en primaire, au collège, ça commence très très tôt. Oui, c'est presque considéré comme de la liberté d'expression en fait. Exactement. Et donc, à partir du moment où les enfants arrivent, effectivement, si les deux parents ne sont pas alignés sur ce côté valeur travail, mais aussi le côté sérieux, et puis ce côté un petit peu peut-être compétition, concurrence, qu'on peut pas trop retrouver, enfin qu'on ne retrouve quasiment pas en France, sauf dans certains établissements parisiens très élitistes, qui poussent vraiment tout le monde vers le haut, ça existe, on le sait. Eh bien, ça peut poser des problèmes. Et je pense qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de cette situation de différence d'éducation pour les enfants. Parce que mine de rien, au quotidien, si on n'a pas du tout les mêmes valeurs, si on a un parent, par exemple, un père qui est trop laxiste sur l'éducation,
et puis la maman qui est trop stricte, à un moment donné, l'enfant ne sait plus où aller, il va essayer d'aller voir la maman ou le papa et ça va s'arrêter, ça va créer un déséquilibre. Ouais. Et du point de vue de vos belles familles, parce que du coup, on parlait de cette valeur travail qui est importante aux yeux des deux parents, sinon ça ne peut pas fonctionner, et après ça crée un déséquilibre aussi dans le couple. Mais je pense que les belles familles aussi potentiellement peuvent avoir leur idée sur... parce que je pense que, alors peut-être que je me trompe, mais tu pourras me dire, je pense que les belles familles chinoises sont plus impliquées encore dans la vie de famille que les belles familles en France. En général, en Chine, les familles sont très proches les unes des autres, donc l'enfant et ses parents vont être quand même très proches. Est-ce que tu as perçu potentiellement une pression de ce côté-là, sans être négative, mais du fait que cette valeur travail est importante? Est-ce que du côté de ta belle famille, tu as pu sentir qu'ils avaient des attentes quant à l'éducation des enfants Alors j'étais très surpris parce que dès le départ, en fait, ils m'ont très bien accueilli au sein de la famille, même si je ne parlais pas très bien la langue et je connaissais pas grand-chose à la culture chinoise. J'ai eu de la chance parce que mes beaux-parents sont très ouverts d'esprit, même s'ils parlent pas forcément l'anglais. Mais ils ont cette ouverture d'esprit que tout le monde n'a pas. Ce qui fait qu'ils m'ont tout de suite très bien accueilli au sein de la famille. J'ai pas ressenti de pression. En réalité, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai pas ressenti de pression, même si je sais qu'aujourd'hui, pour des couples qui pourraient se retrouver, effectivement, il faut quand même un statut social qui soit, on va dire, plutôt stable pour se marier. Il faut au moins un appartement, enfin, il faut une voiture. Bon, pour certains d'entre eux, ça peut être assez compliqué, je pense, pour des jeunes qui se rencontrent. Et les jeunes d'aujourd'hui sont très exigeants vis-à-vis de leurs partenaires. Donc, ils vont exiger effectivement un niveau de diplôme. Hein. Si j'ai fait master, eh bien, je veux que mon compagnon ou ma compagne soit au même niveau que moi ou plus. Je veux qu'il gagne du temps. C'est des choses qu'on n'aborde pas en France. Hein. Le sujet du salaire est un peu plus tabou. Oui. En Chine, il n'y a aucun problème. J'ai même vu... notamment à Shanghai, dans le parc du Zhenmingguanchan, donc le parc en plein centre là, du centre-ville, où les parents, effectivement, veulent trouver quelqu'un pour leur fille, qui n'arrive pas à trouver quelqu'un qui a une fille qui a 30 ans, 35 ans, qui a une très bonne éducation, et qui, effectivement, met des publicités en plein centre du parc pour attirer les prétendants, si je puis dire. Donc ça, effectivement, oui, il y a une grosse différence. Hein, effectivement. Mais je n'ai pas ressenti, moi, de pression particulière par rapport à ça, parce qu'on s'est connus très jeunes, et en fait on ne travaillait pas encore. On était étudiants, on était stagiaires, et on a commencé vraiment de zéro ensemble. On a évolué vraiment de la même manière. Concernant la France, effectivement, mon épouse a été très bien accueillie par ma famille, parce qu'elle parlait déjà super bien le français. Oui, donc là, ça a forcément bien aidé. Par contre, effectivement, nous, de notre côté, on avait certains préjugés sur la Chine, et notamment mes parents qui ont un âge qui est un peu plus avancé que le mien, et qui n'ont pas forcément vu comment la Chine a évolué ces dernières années au niveau technologique et économique, ce qui fait qu'ils pensaient que la Chine était toujours un pays du tiers-monde, et que tous les Chinois mangeaient du riz avec des baguettes. Et voilà, je passe les images un peu préconçues qu'on peut avoir sur la Chine. Et je pense qu'il y a encore certaines personnes qui pensent comme ça aujourd'hui. Beaucoup moins, mais il y en a toujours. Donc voilà, pas du tout de pression. Vraiment, c'est quelque chose qui s'est fait de manière tout à fait naturelle, parce qu'on s'est rencontrés jeunes. Et je pense que le fait de se rencontrer jeunes, un peu naïf dans l'âge, il faut dire ce qui est. C'est vrai que si on avait 35 ou 40 ans, je pense que les relations seraient peut-être un peu différentes, parce qu'on aurait déjà un vécu professionnel et personnel. Donc je pense que c'est peut-être la clé du succès, hein, pour rester ensemble, c'est de se trouver jeune quand on peut, bien sûr, c'est pas toujours... Et dans votre vie quotidienne, puisqu'il y a une vie quotidienne en France, puis il y a une vie quotidienne en Chine, est-ce que tu as noté des grandes différences entre la façon dont tu vis et la façon dont vivait ton épouse, même si vous étiez du coup très jeune? En fait, comme nous, on a vécu en Chine quasiment plus d'1 an en 2010, parce que j'ai fait un VIE là-bas, donc du côté de Tianjin, donc c'est pas très loin de Pékin. Effectivement, bon, à l'époque, ça va, j'ai été bien intégré déjà. Hein, depuis 2007, j'avais fait mon petit bonhomme de chemin, donc ça allait déjà un peu mieux au niveau de la langue, au niveau de la culture. Malgré tout, ce que je ressentais un peu de sa part, c'est que par exemple, hein, je donne un exemple très simple, on marche dans la rue, elle me dit voilà, attention, tu représentes la France, et, voilà, tiens-toi bien, habille-toi correctement,
Il faut que tu sois présentable, entre guillemets, vis-à-vis de la population chinoise qui va te regarder parce qu'on était dans une petite ville du Shandong, enfin une petite ville de 4 millions d'habitants. C'est toujours des petites villes. Toujours des petites villes. Et donc, un peu cette pression, effectivement, du regard des autres. Chose qu'on ne fait pas trop attention en France. On fait notre vie, où l'individu, finalement, prédomine sur la société. Et en Chine, quand on est au sein même de la maison, il n'y a aucun problème, hein, tout va très bien. Mais dès qu'on sort, effectivement, faudrait presque, en fait, se mettre, je dirais pas un masque, mais en tout cas, il faudrait, oui, se mettre conforme par rapport à ce que la société attend. Et comme j'étais avec une Chinoise, eh bien, certaines personnes pouvaient penser un étranger est marié avec une Chinoise. Ils pouvaient imaginer un tas de choses, hein, comme font les gens. Donc un peu cette pression-là, effectivement, de dire je vais en public, il faut que je me tienne bien à carreau, il ne faut pas que je dise des bêtises ou je fasse de blagues. Donc un peu cette tendance-là. Ah oui, donc le regard des autres est quand même très important aux yeux des Chinois. Donc bien... C'est vraiment le concept de la face, hein, qu'on parlera un petit peu plus tard, mais ce concept de face est prédominant en Chine. Aussi, je me posais une question. J'ai quand même beaucoup entendu de la part de Français, et puis ça c'est sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes en ont parlé, de la comparaison pré- et post-Covid. Il y a beaucoup de Français qui ont ressenti un changement du regard des Chinois vis-à-vis des étrangers suite à la période Covid, parce que maladie, donc pas forcément même vision vis-à-vis du masque, etc. Est-ce que de ton côté, tu as senti une différence avant et après le Covid en Chine ? En fait, depuis 2007 jusqu'à 2019, je voyageais énormément en Chine, donc j'y ai même vécu. Et en 2020, le Covid est arrivé. Moi, je travaillais beaucoup avec la Chine, donc je ne pouvais plus voyager. Malgré tout, on avait trouvé un moyen dans le cadre professionnel que je parte en Chine pour aller sur des salons assez importants dans le cadre de mon activité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance, ou pas, pour certains, de rentrer en Chine pendant le Covid. Donc en faisant à l'époque, c'était 14 jours de confinement à Shanghai, donc vraiment strict, hein. On reste dans la chambre d'hôtel sans bouger, on n'a pas le droit de sortir de sa porte. Et il y a quelqu'un qui vient vous livrer des repas 3 fois par jour et qui vient vous prendre la température 3-4 fois par jour avec des tests Covid, etc. Donc c'était assez contraignant. Et effectivement, moi, ce que j'ai ressenti pendant cette période Covid, puisque je l'ai vécu vraiment personnellement, en fait, pour eux, le Covid venait, je ne dirais pas de l'étranger, mais comme je venais, de l'étranger, de France, ils avaient une appréhension vis-à-vis de l'étranger et que j'aurais peut-être eu cette possibilité de leur transmettre éventuellement le virus. Chose qui est complètement absurde, hein, puisque finalement, c'est devenu international. Mais j'avais un petit peu cette sensation-là. Et après, donc pendant les salons, avec mes partenaires professionnels avec qui j'avais l'habitude de bosser, il n'y a pas de souci particulier. Mais par contre, pour tous les nouveaux partenaires ou les prospects que je rencontrais, on sentait qu'il y avait peut-être une petite distance qui était en train de se faire avec les étrangers. Physique ou... Je sentais déjà d'une part un peu physique, ouais, effectivement, on le ressentait, hein, les gens ne se mettaient pas forcément très proches. Et d'ailleurs en Chine, on se met rarement très proches les uns des autres, et puis il n'y a pas ce côté aussi tactile que nous, on peut avoir en France. Et je l'ai ressenti. Et pourtant, moi je parlais bien la langue, j'essayais d'engager les conversations. Par exemple, prenez un plat au restaurant, j'essayais de discuter avec les personnes. On sentait qu'elles ne souhaitaient pas forcément aller plus loin. Ça s'arrêtait là. Et donc ces périodes-là, 2020-2021, je l'ai connu comme ça. Là, je suis reparti en Chine il n'y a pas très longtemps. La dernière fois, c'était en avril c'était cette année, en 2024. Donc dans les grandes villes, hein, comme d'habitude, Shanghai, Pékin, parce que c'est là où il y a tous les salons et c'est beaucoup plus simple pour nous d'y voyager. J'ai trouvé les Chinois un petit peu plus sûrs d'eux, je dirais, dans leur manière de parler avec les étrangers. Je dirais pas prétentieux parce que c'est pas le bon terme et surtout la valeur chinoise est plutôt aux valeurs de l'humilité par exemple, mais j'ai senti des Chinois qui n'avaient forcément plus peur des étrangers, qui se sentaient tout à fait à l'aise avec eux, qui pour certains parlaient un super bon anglais d'ailleurs, et donc ça a vraiment bien changé depuis mes premiers voyages. Donc après c'était dans les grandes villes, dans les villes un peu secondaires forcément, il y a toujours un peu cette appréhension mais qui est moindre quand même, qui est beaucoup moindre. Alors, tu l'as mentionné à l'instant, c'est vrai que la Chine, c'est un pays qui va très vite. Mine de rien, là, en 40 ans, on a vu une ascension de la Chine incroyable.
Et avec, je pense, cette ascension, on voit aussi des changements culturels. La culture évolue. On va vers des changements de comportement, que ce soit, je pense, dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Est-ce que toi, puisqu'en plus, tu as eu cette opportunité d'aller en Chine encore il y a plus de 10 ans, donc est-ce que en comparant tes premières expériences en Chine et tes expériences d'aujourd'hui, tu as vu des évolutions culturelles, un petit peu des évolutions de comportement des Chinois envers les étrangers, et puis même au sein de leurs propres entreprises? En réalité, les entrepreneurs chinois ou les entrepreneurs sont des personnes extrêmement pragmatiques. Donc, c'est-à-dire que, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais quand on fait des réunions en Chine, on en fait beaucoup moins qu'en France. La réunionnite existe beaucoup moins qu'ici. Et quand on les fait, elles sont très concises. Et en réalité, il va y avoir quelques personnes qui vont prendre la parole, mais c'est surtout le patron ou le leader qui va finalement prendre la décision. Et puis, la décision n'est pas forcément contestée autour de la table. Parfois, oui, quand même, parce qu'on est où la société chinoise évolue. Mais globalement, ce que j'ai pu ressentir, c'est qu'il y a peu de réunions, mais quand elles ont lieu, c'est très court et les décisions sont prises de manière très simple et très pragmatique. Il y a vraiment une problématique, eh bien, on va chercher la solution la plus rapide pour la résoudre. En France, on fait beaucoup trop de réunions. Parfois des réunions où on va effectivement, c'est une bonne chose, laisser la parole à tous les interlocuteurs, mais en réalité, on n'apporte pas de solution. Chacun exprime son avis, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs. On est libre d'exprimer son avis et j'encourage à le faire. Mais dans une réunion, il faut quand même une ligne directrice pour trouver des solutions. Et même encore aujourd'hui, je me retrouve à faire des réunions qui peuvent durer 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et on sort de la réunion, on a discuté de plein de sujets, plein de problématiques, et on n'arrive pas à résoudre les problématiques ensemble. On n'y arrive pas, parce que chacun a son point de vue, et on n'arrive pas à trancher. Donc effectivement, les entrepreneurs chinois, eux, ont cette rapidité, tu disais tout à l'heure, ce que j'appelle moi cette vitesse d'exécution, qu'on a un petit peu moins en France. C'est-à-dire que on peut parler de la vitesse chinoise. Par exemple, quelqu'un qui aurait fait un séjour en Chine, un étranger, et qui travaille avec les Chinois, on se rend compte que la réactivité, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que la concurrence, c'est très intense. Ce qui fait que si on ne répond pas très vite aux Chinois, le Chinois est tellement sollicité qu'il va aller voir ailleurs, sans même qu'on aurait pu lui dire. Parce qu'il y a vraiment trop de concurrence. En France, on est un petit peu moins dans la réactivité. Alors, il ne faut pas généraliser, encore une fois, il va y avoir des gens, des personnes qui vont travailler très vite. Mais globalement, si on regarde la moyenne, on est quand même beaucoup moins rapide que la plupart des Chinois qui, pour le coup, on le voit avec l'application WeChat, qui est une application comme l'équivalent de WhatsApp en Chine, puisque les applications occidentales sont pour la plupart censurées. On y a accès grâce à un VPN, bien sûr, mais globalement censuré. Et WeChat, on peut quasiment tout faire avec WeChat. C'est-à-dire que moi, j'en suis même arrivé à envoyer mes contrats par WeChat, envoyer les proformas, alors même les preuves de paiement sur WeChat. Alors, il faut aussi faire attention parce que WeChat, c'est pour le suivi. C'est un petit peu compliqué à suivre. L'email est remplacé par WeChat, complètement. Sauf dans les grandes structures où on le garde, bien évidemment. Donc, tout va très vite. La Chine va très vite. Et ce qu'il y avait il y a 2 ans, aujourd'hui, c'est complètement différent. D'ailleurs, on le voit au niveau de l'immobilier. Il y a des villes qui ont apparu vraiment en quelques années. Donc c'est vraiment, moi, le choc culturel qui m'a le plus choqué, c'est cette réactivité et cette disponibilité, parce que même quand j'avais fait ma journée de travail en Chine, eh bien, les clients m'appelaient le soir à 21h, 21h30, des fois parfois 22h, pour me parler d'un sujet qu'ils souhaitaient passer une commande ou réfléchir à tel ou tel sujet. Et au début, je répondais parce que je me suis dit, bon, il faut quand même répondre aux clients. Mais après, je me suis dit, mince, peut-être il faut essayer peut-être s'organiser autrement, parce qu'effectivement, on a besoin aussi d'un temps à soi. Et c'est bien de garder au moins des horaires qui soient quand même corrects pour aussi bien se ressourcer avec la famille. C'est important. Oui, le parce travail, que la frontière entre vie personnelle et vie professionnelle en Chine, elle est quand même extrêmement floue, quoi. Exactement. Enfin, je pense que pour moi aussi, je suis plutôt partisan de ça. Même en France, il y a qu'une vie. Effectivement, il y a la vie professionnelle, il y a la vie personnelle. Il y en a souvent qui disent oui, il ne faut pas tout mélanger. Je suis d'accord, mais c'est quand même difficile. Quand vous revenez le soir à la maison après une grosse journée de travail, comment ne pas penser à la journée qui s'est passée et ne pas raconter ce qui s'est passé? Alors il y en a qui arrivent à le faire, mais c'est quand même dur parce que le mental a été là pendant toute la journée.
Cet épisode touche déjà à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, vous découvrirez la suite de notre échange très prochainement. On parlera davantage du marché du vin français en Chine et de tous les challenges rencontrés par les professionnels français qui souhaitent vendre sur ce marché pas tout à fait comme les autres. En attendant, si cet échange avec Jean-Charles vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer son livre « Chine et Business, les secrets de réussite ». Il est disponible sur Amazon. Je vous remercie d'avoir passé ce moment à nos côtés. J'espère que cette interview, elle vous a plu. Personnellement, j'ai adoré discuter avec Jean-Charles. En plus, vous allez voir, ces anecdotes culturelles, elles vont crescendo, donc j'ai vraiment hâte de vous partager la suite de nos échanges. Comme vous le savez, ce podcast, il en est encore à ses débuts, donc si vous souhaitez me soutenir, pensez à me mettre 5 étoiles sur Spotify et puis à partager cet épisode en story sur vos réseaux sociaux, ça m'aidera à gagner en visibilité. Je vous remercie d'avance et je vous dis à très vite sur Cross Culturel.